Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir le public, comment ça va? Ils sont grave nombreux ce soir. En fait, il y a 3 personnes dans le public ce soir. On va dire la vérité aux gens. En fait, on a eu un problème, c'est qu'il y a un bug sur le YouTube de l'émission. Il y a écrit désolé, il n'y a plus de place et tout, mais en fait, c'est pas vrai, il y a plein de places. C'est juste qu'il y a un bug sur la page. Du coup, vous avez tous l'impression que c'est pas possible de venir dans le public. En fait, si. Du coup, je suis désolé, j'ai partagé sur mon Twitter cet après-midi la bonne adresse du WizEven pour. Voilà. Ça va être réparé d'ici la semaine prochaine, promis. Il reste des émissions jusqu'au 14 juillet. Venez dans le public, c'est trop cool. Il y a à boire et à bouffer. Mettez-vous bien. Bonsoir le public, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur Backseat. Bonsoir à vous. Bonsoir le chat. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette émission Backseat. Ce soir, on va encore parler de politique et ça fait plaisir. Je vais en parler avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Sacha, comment ça va? Salut Jean, salut tout le monde. Ça va très bien et vous? Bah ça va. Il n'y a pas eu de Backseat la semaine dernière, donc ça fait plaisir de te retrouver. Tout roule. Tu t'es bien reposé? Oui. Très bien. Pas beaucoup, mais oui. Non, si. Ok. Si, c'était cool. Et toi, ça va? Ouais, au chômage depuis plus de 10 jours, là, ça y est. Tu as quitté le Figaro. Tu as quitté le Figaro, ouais. Le Figaro s'est terminé. Bah, je finissais mon contrat, en fait, et j'ai préféré partir vers d'autres cieux. Tu vas faire quoi? Tu sais déjà ou... Valeurs actuelles, Marianne. Tout de suite. Paf! Et j'ai dit, c'est ma soirée ce soir. Non, tout va bien. Non, j'ai des petites pistes, mais voilà. Ok. Bon. Tu gardes pour le moment. Voilà, exactement. Tiens-nous au courant. Tu vas t'occuper de Scott. Voilà. Et bah tu vas t'occuper de Scott et je ça c'est chouette. Un été rempli. Cool. Un été apprenant. Avec nous aussi Léa qui fait des blagues. Bonsoir Léa. Je suis super chaude. Je suis surchaude ce soir. J'arrête Comment pas de tu dire vas? de la merde. Bien, je suis trop contente d'être là. Oui, ça fait plaisir de te voir. Non mais c'est vrai que t'as l'air en forme. J'ai la pêche, ouais. Cool. Genre What's up? Une semaine de sans backseat et bam. Ouais, t'as vu, on se fait chier quand il n'y a pas Backseat. Ouais. Hein. La pêche que j'ai, c'est un truc de ouf. Comment écoute, ça va plein de choses. Hein. Ça se vend ton bouquin? Le livre se vend, ouais. Yes. J'enchaîne un peu les salons littéraires. Là, ça y est, les salons littéraires. Ouais, Ah oui, t'as fait le salon du livre? J'ai fait le salon du livre à Paris. Là, je vais à Limoges. Papa. Ok, let's go. Ça va être sympa. Il y a même un petit train pour les auteurs et autrices. C'est mignon. Il y a un petit train. Ils ont gardé les wagons de la SNCF, quoi. Mais Trop bien. bref, il y a un train avec des auteurs et autrices. Ça se trouve, je serai à côté de BHL pendant 5 heures. Ou de François Hollande. Je sais pas. Ou de François Hollande. Je sais pas. Donc, je vous raconterai. Qu'est-ce que tu préfères entre BHL et François Hollande? Ah si t'avais à François choisir Hollande. dans un train? François Hollande? Ouais. Je suis d'accord. Ouais. J'avoue. Pour voyager dans un train, je peux à choisir. On embrasse BHL évidemment. Et puis vu qu'on risque pas de recevoir BHL, non, François Hollande, formidable. Ouais, ça peut être cool. 5 heures avec François Hollande, moi je prends. Ah ouais, non, carrément. Ça m'intéresse, quoi. Avec nous aussi Usul. Bonjour. Comment ça va? Ça va? T'as sorti un nouvel épisode de ta série sur Blast, c'est cette série de Exactement, portraits. la série de portraits. Je me suis super mal démerdé parce que la semaine dernière, il n'y avait pas Backseat et j'ai quand même fait un aller-retour à Paris pour aller enregistrer ça chez Blast. C'est vrai que c'était mal géré. Je me suis mal démerdé. Mais donc on raconte le parcours d'Alain Madelin cette fois. Alain Madelin, comment le mec qu'on connaît pour être un libéral, le promoteur du libéralisme, un des promoteurs du libéralisme en France, de sa génération. Un de ceux qui assume qu'il est libéral, pro-américain et tout ce que tu veux. Et on découvre comment il est devenu ce mec-là, en sachant qu'à la base, il a démarré très tôt, vers 15-16 ans. Il faisait partie de cette génération de jeunes d'extrême droite post-68. Oui, non, pré-68. Ah oui, c'est vrai. Occident. Il démarre en 64, un truc comme ça, dans un petit groupe mais c'était pas, il distribuait pas des tracts, il distribuait des mandales, ils avaient des coups de poing américains, etc. Et il a été condamné lui-même, donc vrai violent. Et comment il est recyclé à un moment via une officine anticommuniste qui recycle ces gens-là et qui essaie d'en faire quelque chose d'utile pour la société bourgeoise capitaliste. Voilà. C'est quoi les héritiers politiques du libéralisme d'Alain Madelin aujourd'hui? Moi, je pensais à Gaspard Koenig, qui essaye de reprendre le flambeau de cette école-là, l'école de l'ultralibéralisme français. Il y a eu Laurence Parisot à une époque, qui a essayé de tenter le truc au milieu des années 2000. Oui, de toute façon, il y en a quelques-uns. Ce qu'on dit aussi, c'est que mine de rien, ce que préconisait Alain Madelin dans sa campagne présidentielle de 2002, c'était... Salut les gars. On parle trop. Non, c'est très intéressant. Continuez, au contraire. Du coup, continue. Tout le monde s'en branle d'Alain Madelin, mais je le sais que tout le monde s'en branle d'Alain Madelin dans l'absolu. C'est normal. Nicolas Miguet, oui, c'est vrai, qui continue à coller des affiches de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai. Ok, donc ça, c'est ton dernier épisode. Toi, t'avais un truc à ajouter, parce que je crois que je t'ai coupé la parole un peu vite. Non, pas du tout. Ok. Je voulais parler d'Alain Madelin, mais du coup, je l'ai fait. Je l'en remercie, parce qu'on n'en parle pas assez. D'Alain Madelin, non. Oui. On n'en parle jamais assez d'Alain Madelin. Non, c'est vrai, mais moi, le seul truc que je connais d'Alain Madelin, c'est les contrats Madelin là, pour les mutuelles. Enfin, c'est con, mais...
Ah, c'était sa loi, lui. Ah oui. Ouais. Et Tu connais ça par 94, cœur, toi, non 94 Oui, Ah, voilà. sous Chirac. Devant du coup. notaire, Enfin, sous Balladur. Voilà. Ok, d'accord. On en parle. Au programme ce soir, au programme ce soir, les amis, dans cette émission Backseat, nous allons parler de politique dans les sujets de la semaine. On va parler du New PS. On va parler de la majorité aussi. Du New PS, t'as dit? On va en parler justement. On va bien de aussi le dire recevoir comme ça. des invités de grande qualité. On recevra en première partie d'émission Pépipin, la streameuse et illustratrice Pépipin, qui nous fait le plaisir d'accepter notre invitation. Et j'ai hâte de discuter avec elle de son rapport à la politique. Et dans deuxième partie d'émission, nous recevrons Sylvain Maillard, député sortant et candidat à sa réélection, député de Paris, La République En Marche, ancien porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui lui aussi a accepté notre invitation. Et ça, c'est cool. Voilà pour le programme ce soir. Sans plus tarder, je vous propose qu'on accélère avec les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Vous êtes incroyables, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les sujets de la semaine cette semaine. Alors, donc il n'y a pas eu Backseat la semaine dernière. Et que fait la gauche quand je suis pas en live? Eh ben, elle s'unit, cette connasse. Et moi, j'en pouvais plus. J'étais là, je trépignais. Je disais, putain, il n'y a pas de Backseat, il y a plein de trucs à dire. Il y avait plein de trucs à dire la semaine dernière. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. L'union de la gauche en une semaine, on en parle ou on n'en parle pas? Parce que ça fait 1 an et demi, nous, dans cette émission, on fait chier tout le monde en disant nanana, l'union de la gauche, la désunion de la gauche et tout. Que j'étais là, c'est mort. Et ben, une semaine, ça a pris, dis donc. Ouais. Accord pour les élections législatives. Nouvelle union populaire, écologique et sociale. Boum. Les mecs sont unis. Ils sont tous radieux, ils sourient, ils commencent à remonter dans les sondages, etc. C'est dingue le peu de temps que ça a pris. Comme quoi le terrain avait été préparé, j'imagine. Je suppose que des discussions avaient commencé avant le premier tour. Il nous l'avait dit, Mathilde Panot nous avait dit qu'ils avaient envoyé des lettres un peu à tout le monde. Avant le premier tour même? Oui, avant le premier tour. C'est vrai qu'il y a un véritable enjeu autour du PS parce que, mine de rien, ce qu'on avait aussi vu se dessiner, et ce qui était un des plans au PS, c'était que le PS réussisse à faire une alliance sans LFI. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui n'a pas été possible. Et c'est comme ça qu'on a le NUPES de maintenant qui se fait sous LFI, sous l'égide de LFI. Du coup, on va évacuer le problème tout de suite. Comment ça se prononce? NUP, NUPS, NUPS ou NUPES? Moi, je dis NUPS. 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 Moi, ça me fait beaucoup rire. Ça peut dériver très rapidement en nude, c'est ça le problème. Ouais. NUPES, je crois, il prononce. Ouais, alors ça dépend, parce que c'est un peu un enjeu usuel. Ah oui. Évidemment, parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit NUP. Il dit NUP parce qu'il avait prévu dès le début que ce serait la nouvelle Union populaire. Les autres lui ont fait rajouter écologique et social. Ce qui est quand même scandaleux. Voilà. Mais Jean-Luc, il s'en branle, c'est lui qui décide, donc il dit NUP. Ouais, ça, c'est sûr. Il continue à dire NUP parce qu'il avait prévu que ce serait NUP. Voilà. Donc bon, et puis par ailleurs, oui, ça fait c'est NUP, on peut le raccourcir en Union populaire. C'est la nouvelle Union populaire. J'aime bien le New PS. Ah, moi, New PS, ça me fait beaucoup rire. Non, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous regardent et qui savent pas ce que c'était que le PS des années 70, 80, 90, mais c'était ça, c'était une union, un cartel de tendance, etc. Donc ça y est, ils sont tous unis, ils se font des bisous sur la bouche, etc. Combien de temps ça va durer, cette alliance? Non, mais sans déconner, parce que je me suis dit. C'est intéressant parce que il y a quand même eu un ascenseur émotionnel chez les militants de gauche avec la présidentielle, le ratage de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection. Ça tire la tronche entre les deux tours et ça s'engueule pour savoir est-ce qu'il faut voter Macron ou est-ce qu'il faut s'abstenir, etc. Macron est réélu. Et quelques jours plus tard, interview de Jean-Luc Mélenchon qui dit élisez-moi Premier ministre. Donc là, ça commence à tiens, alors peut-être. Du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui disent alors qu'il était là, salut, faites mieux 3 jours avant. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait un côté discours d'adieu. Puis en fait, je suis toujours là et je deviendrai peut-être Premier ministre si vous votez pour moi. C'est vraiment 3 jours après, quoi. C'était jeudi, ça a été très rapide. T'as les résultats le dimanche, le mec il prend 2 jours pour réfléchir, se reposer, consulter, et le jeudi il déboule. J'ai un plan, les gars. Sur BFM. Et donc j'ai un plan et derrière ça négocie et hop, on commence à les voir. La semaine dernière, c'était les uns après les autres. Ça y est, ça a été signé avec le PCF. Ça y est, ça a signé avec Europe Écologie Les Verts. Ça y est, ça a signé avec le PS. Et boum, on se retrouve avec donc à Aubervilliers un grand meeting, une convention unie où Jean-Luc Mélenchon fanfaronne. Et il a raison de fanfaronner puisqu'il est à la tête de ce qu'il a lui-même rappelé comme étant une première dans l'histoire de la gauche française. Une alliance dès le premier tour pour une élection majeure, etc. Une alliance donc électorale. Je confère ce qu'on avait dit dans le dernier Backseat. Une alliance électorale qui consiste à présenter des candidats, et on va en parler pour les élections législatives, mais aussi une alliance programmatique. Bon, ils n'ont pas encore dévoilé complètement le programme. Il devrait y avoir 150 propositions. Clémence Guettet a parlé de 150. Alors, moi, j'ai vu 300 aussi. 300 Ouais, j'ai vu 300. Bon, ok, alors super. De toute façon, on sait que la colonne vertébrale, ce sera les 10 points qu'Adrien Quatennens avait évoqués, le programme d'LFI un peu. Enfin, ce sera la colonne vertébrale, ce sera le programme de l'avenir en commun, et puis après.
Moi, j'ai regardé le communiqué de presse, par exemple, qu'ils ont sorti après l'alliance avec le PS, dans lequel ils clarifient quelques trucs. Alors, ils clarifient en mettant du flou dedans, évidemment, parce que on reste en désaccord sur plein de sujets, notamment l'Europe, mais quand même, machin. C'est quand même une liste à la Prévert aussi d'idées qui sont très peu précises. Or, c'est dans la précision que se trouve l'embrouille. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse. Se cache dans les détails. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver à l'Assemblée, tous ces gens-là? Alors, au gouvernement, je vous en parle même pas. Si jamais Dieu lui prête vie, Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, ce sera un enfer. Enfin, je veux dire, moi, je sais pas, je pense que ça va être super intéressant et que ça va vraiment ressembler à une démocratie parlementaire, à un régime parlementaire classique, tu vois, où tu as forcément des nécessités de coalition, comme tu le vois en Allemagne, comme tu le vois dans les pays du Nord, etc. Ça avait plutôt bien fonctionné sous Jospin. Toutes ces ramifications de la gauche qui s'étaient réunies et qui avaient formé un gouvernement, c'était pas si mal. C'était pas si mal, il y a eu des avancées. Bon. C'est vrai, on verra. Pourquoi tu dis que ce sera un enfer? Parce qu'ils sont d'accord sur rien. Enfin, ils sont d'accord sur... Ils sont d'accord sur des priorités, sur des slogans, c'est très bien. Et c'est très bien quand tu es de l'opposition, je suis le premier. Sur une vision. Sur une vision, très bien. Mais rentrons dans le détail un quart de seconde, tu te rends compte que putain, ils vont pas signer tous leurs amendements, ces gens-là. Bien sûr, mais ça c'est certain. Mais et dans un sens, est-ce que c'est pas ça aussi la démocratie? Est-ce que c'est pas sain justement? Si. Finalement, est-ce que c'est pas ça qui est intéressant? C'est d'avoir des formations politiques qui continuent à vivre et dans les moments très clés, les moments fondamentaux de la vie politique qui sont les élections, notamment l'élection présidentielle, etc., les élections législatives, de se mettre d'accord, faire front commun, et puis après, oui, effectivement, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils et elles peuvent se mettre d'accord, et d'autres sur lesquelles ils garderont leur spécificité, ils garderont aussi leur désaccord. Je suis d'accord avec toi. Par ailleurs, c'est quand même des partis qui n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement. On l'a vu avec le Conseil national du PS qui doit voter un accord parce que le premier secrétaire seul n'a pas le pouvoir. Je reviens quand même sur cette union de la gauche qui a été voulue par la base. Ça, c'est les électeurs et les sympathisants de gauche le disent depuis 4 ans dans tous les sondages possibles et imaginables. Unissez-vous. Ils en ont beaucoup voulu du fait qu'il n'y ait pas eu d'union avant le premier tour de l'élection présidentielle. On en a parlé sur ce plateau plein de fois. La base est très heureuse et très contente. Est-ce que pour autant ça efface toutes les rancœurs? Il y a quand même eu des mots très durs qui ont été dit avant le premier tour. C'est pas fini. C'est pour ça que moi je me suis dit, bonne nouvelle, mais ils ont un mois pour foutre la merde. Ils ont un mois pour se foutre sur la gueule pour que ça foire. Et d'ailleurs, ça commence. Ça commence sur attends, mais non, là dans tel territoire c'était censé être ça on va en parler sur les circonscriptions, mais même les rancœurs politiques, c'est-à-dire qu'on a quand même entendu un certain nombre de porte-parole ou même de porte-flingues de certains des partis qui aujourd'hui font tous partie de la NUPES là, qui pendant la campagne se traitaient les uns les autres de suppôts de Poutine pour les uns, d'islamo-gauchistes pour les autres. Après tout on s'en tape, tu vois. Ça se dépasse. C'est comme les primaires. Je veux dire, tu prends les primaires par exemple aux États-Unis, tu avais quand même Kamala Harris qui était face à Joe Biden, qui lui parlait du busing, du fait qu'il avait contribué à ça, etc. Elle faisait partie de ces petites filles discriminées à cause de cette politique du busing, etc. Ils s'en foutaient mais plein la gueule, c'était d'une violence hallucinante. Et aujourd'hui, ils sont main dans la main, ça fonctionne plutôt bien, tu vois. Elle est VP, lui, il est président. Donc je pense que ça, c'est des trucs qui peuvent dépasser. Ils peuvent être cons dans certains moments et se tirer dans les pattes, et ils peuvent aussi faire preuve d'une certaine intelligence et de travailler ensemble. J'espère en tout cas. La politique, il y en a plein qui peuvent pas s'encadrer. À la République en marche, la droite aussi, c'est pareil. Ah bah c'est clair. Je sais plus, c'est Éric Piolle que j'ai lu dire non mais regardez aussi l'attelage macroniste là, vous croyez que eux on va en parler, c'est le deuxième sujet de la semaine. C'est pas un sacré bordel aussi chez eux, qu'il n'y a pas des sensibilités aussi très très différentes là-bas qui doivent cohabiter. Bon on parlait de la gauche plurielle tout à l'heure, il y avait les chevènementistes, il y avait Chevènement lui-même et les écolos. Les écolos pouvaient pas encadrer Chevènement, qui était un vieux réac, et Chevènement pouvait pas encadrer les écolos, qui étaient des babacools à la con, qui pouvaient pas encadrer quoi. Bon ça a toujours été ça, une famille politique, ça s'engueule. Oui, il y en a quand même deux. Enfin, je dis que ça s'engueule, il y en a quand même deux qu'on n'entend plus du tout. C'est Jadot et Hidalgo. Hidalgo n'a pas fait mystère de son rejet de l'accord. Pour le coup, elle reste fidèle à sa ligne très anti-Mélenchon. Jadot, il est retourné au Parlement européen et il est un peu disparu. Il a laissé la main à Bayou et à d'autres. Donc ça aide aussi peut-être que ces deux candidats-là ne fassent pas vraiment partie de l'Union, en tout cas pas dans les figures nationales. Ça aide peut-être à se mettre d'accord entre lieutenants. Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis d'accord maintenant et pas avant le premier tour de la présidentielle? Parce qu'il fallait tester les rapports de force. Parce que s'il y a bien un truc auquel Mélenchon, de toute façon, est bon, c'est la campagne présidentielle. Bon, alors ça, il n'y a pas à chier. Et les filles, de manière générale. Ces équipes sont rodées, etc. Tous les autres, on l'a dit ici aussi, le PS s'est senti revigoré par les régionales, un peu par les municipales. Europe Écologie Les Verts s'est senti pousser des ailes lors des élections européennes. Donc chacun se disait, il y a plein de gens qui croyaient que le score de Mélenchon à la précédente présidentielle était un accident. C'était
la configuration bizarre. Hollande sortait, donc il fallait... Tiens, j'ai mon réveil qui... C'était ta pilule. Hollande sortait et donc Mélenchon, voilà, à ce moment-là, c'était très conjoncturel. Mais vous allez voir, d'ailleurs, Anne Hidalgo le dit encore maintenant. Elle dit la social-démocratie va se relever. Il y a des gens au PS qui voulaient croire que, regardez, nos voisins en Allemagne, il y a Scholz, machin. Alors, partout ailleurs en Europe, la social-démocratie est encore vivace. Elle va se relever ici aussi. Tout le monde était persuadé que c'était son tour. Bon, bah Mélenchon, là, il a mis tout le monde d'accord avec l'élection principale de ce pays, là où il y a le plus de participation populaire, qui sert à tester les rapports de force. Et maintenant, il a dit, bah regardez, vous êtes le club des moins de 5. Et moi, je suis à 22. Alors, ça n'empêche pas les anciens du PS de chouiner et de vouloir... D'ailleurs, apparemment, ça a gueulé très très fort au Conseil national du PS, où Olivier Faure n'a pas hésité à leur dire, mais barrez-vous, allez chez Macron. Mais Olivier Faure, il fait un taf de ouf, hein, moi, il me surprend. Ah, il te surprend tant que ça? Moi, ça m'étonne pas plus que ça. Il ne surprend pas, j'exagère, mais en tout cas, il a su quand même prendre de la distance. Moi, j'avais le sentiment qu'il était, pas forcément très affirmé dans son rôle pendant longtemps à la tête du parti, alors que là, ça lui a vraiment permis d'exister, de montrer une nouvelle face aussi du Parti Socialiste, qui est celle que représentent d'ailleurs les jeunes du Parti Socialiste, les jeunes porte-parole, etc. C'est pas inintéressant de voir que finalement, ils représentent cette sensibilité, qu'ils l'assument et qu'ils sont là, bah, Osef, quoi. Ouais, non, cassez-vous les éléphants. Les vieux, ouais. Oui, non, mais d'ailleurs, il y a des mots très très durs, effectivement. Il y a des mots très très durs qui s'échangent en ce moment entre les fans du PS. Les jeunes disant aux vieux, bah, en fait, vous avez ruiné le PS. Enfin, c'est vous qui l'avez ruiné, nous, on n'était pas là. Ouais. En 2012, vous aviez tous les pouvoirs en France. En 2017, vous êtes à 6% et vous n'avez plus aucune région. Enfin, tu vois, voilà. Au revoir, quoi. Ouais. C'est une page de 40 ans qui se tourne. C'est une page de 40 ans qui se tourne. Oui, non, mais de toute façon, c'est la fin du Parti Socialiste d'Épinay tel qu'on le connaissait. Non, c'est la fin du Parti Socialiste. C'est la fin de la parenthèse libérale des socialistes. Oui, tu peux le voir comme ça aussi. Ouais. Le moment où les socialistes n'avaient plus rien d'autre à dire qu'on va accompagner le marché, la construction européenne, il faut faire ça comme ça parce que c'est la mondialisation, parce qu'on n'a pas le choix, on va privatiser, etc. Machin. C'est la fin de cette parenthèse-là. Ils veulent plus avoir ce sale rôle-là, qui a été un mauvais rôle aussi. Oui, non, qu'ils ont mal vécu, enfin que leurs électeurs ont encore plus mal vécu. Et je pense qu'il y a des jeunes cadres là qui, voilà, comme Pierre Jouvet ou d'autres, qui se verraient bien faire un peu autre chose. Il y a là aussi la question de la posture hégémonique de la France insoumise. Alors, ils ont quand même négocié leur accord sur les 577 circonscriptions de ce pays. Il y en a 325 qui sont fléchées pour la France insoumise. Il y en a 100 pour Europe Écologie Les Verts, 70 pour le Parti socialiste, 50 pour le Parti communiste, et il y en a 32 qui sont autres. C'est celles qui sont hors accord, c'est les Outre-mer, la Corse, des circonscriptions un peu particulières. Mais voilà la répartition. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à la fille n'a pas été si gourmand que ça. Peut-être que ça a été très très dur à arracher. Peut-être aussi qu'on ne parle pas des mêmes circonscriptions, mais on en a parlé dans cette émission de la difficulté de savoir qui on présente dans quelle circonscription. A priori, les sortants sont reconduits. Les sortants, c'est-à-dire les députés actuellement de gauche, sont reconduits. Il y a aussi la création d'un... Moi, je me posais la question de savoir si la NUPES allait se configurer à l'Assemblée nationale autour d'un seul et unique groupe, présidé par un insoumis. Et en fait, non, ça a été bien précisé. Chacun aura son groupe, chacun sera autonome, et c'est écrit dans l'accord. Et il y aura un intergroupe pour se coordonner et travailler ensemble. Chacun aura ses financements aussi. Chacun aura ses financements aussi. Donc en fait, pas si hégémonique que ça, la France insoumise. Je trouve, dans cet accord, ça aurait pu être bien, bien pire. Et là, tout le monde regarde ses pompes. Oui, qu'est-ce que tu veux. Non, mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de rassurer les électeurs qui n'ont pas voté LFI à la présidentielle en disant... voyez, on est prêt à faire des concessions avec les autres partis et on est prêt à travailler avec les autres. Ouais, donc LFI a entendu le message aussi. Voilà, est-ce que c'est pas ça? C'est une question. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ça peut être un début de raisonnement. Sur le plateau de Backseat, on avait l'insoumis... merde. Lequel? Adrien Quatennens, voilà. Mais c'est parce que c'était pas ce plateau-là, c'était au bar. Ouais, c'est pour ça que je suis très perturbé. Donc Adrien Quatennens, qui lui essayait de, enfin voilà, sur ce plateau était venu nous dire non, mais vous inquiétez pas, la gauche a tranché, c'est clair, maintenant c'est nous, etc. Je crois qu'il fanfaronnait un peu sur le plateau de Backseat, qu'en réalité, voilà, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'ils ont entendu le message, ils ont dit bon, en vrai, il y a quand même beaucoup de votes utiles, beaucoup de votes utiles au premier tour de la présidentielle. Il faut les entendre, il faut les écouter, il faut reconstruire cette gauche. Mais ils ont aussi ce qu'ils veulent, puisque c'est bien Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche française. Moi, je suis surprise que les écolos, ils en aient pris autant. De Circo, c'était les premiers à signer avec eux. C'est pas faux. C'était les premiers. J'ai l'impression que les négos se passent beaucoup mieux avec les écolos qu'avec les socialistes, par exemple. Ça a l'air. C'est compliqué. Alors il y a des circonscriptions dans lesquelles ça coince. Sur 577 circonscriptions, ça m'étonne pas qu'il y en ait quelques-unes dans lesquelles ça frotte un petit peu. C'est pas inhabituel d'ailleurs ce qui est en train de se passer quand il y a des accords de coalition. Il n'y en a pas 577. Je suis pas sûr qu'ils montent. Il y a vraiment des. Ils présentent dans toutes les circos. NUPES se présente partout, c'est ce que j'ai vu. Ah, ok. C'est oui. Ils disent dans plus de 500 circonscriptions, sans trop préciser. Mais non. Ok.
Ouais, parce qu'il y a les 32 qui sont. Le Monde, c'est pas très fiable. C'est vrai que c'est un peu approximatif quand même. En même temps, c'est celui de l'année dernière, désolé. Ah, c'est pour ça. Ouais. Moi, je me posais la question des financements. Est-ce qu'ils ont décidé de faire un pot commun pour récupérer les financements ou pas ? Non. Non, non, okay. non. Parce que typiquement, sous la bannière Ensemble, le truc des macronistes, là, ils ont décidé de faire un pot commun pour le Modem, Horizon et LREM. Et après, ils distribuent. Donc je me posais la question, ce qui pourrait expliquer, tu vois, le fait qu'il y ait plus ou moins de circonscriptions, j'en sais rien, mais... Non. D'ailleurs, là, le nombre de circos aussi permet que chacun ait son groupe, que ça sauvegarde du pognon aussi et de l'autonomie. Chaque parti conserve son autonomie économique et ils vont financer eux-mêmes leur campagne. Les Insoumis vont financer la campagne des Insoumis. Les Verts avaient de toute façon provisionné, malgré le score sous les 5%. C'était prêt. Du pognon. Ah, c'était prêt quand même. Ouais, c'était prêt. Il y avait du pognon de côté pour la campagne des Verts. Pourquoi ils viennent nous gratter de la thune alors ? Ils veulent gratter de la qui. Ah non, mais c'est pour rembourser la campagne de Yannick Jadot. C'est pas pour préparer la campagne de législative. Ils creusent un autre trou à côté. Il y a une dette, ils en font une deuxième. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, non, mais encore une fois, donc autonomie aussi. Autonomie aussi, encore une fois, respect de l'autonomie. Donc la gauche plurielle, finalement, encore une fois, c'est pas l'hégémonie de la France Insoumise, c'est une gauche plurielle. On verra ce que ça donne. C'est pas l'hégémonie. Il faut qu'on voit les accords qu'ils ont. Non, qu'est-ce qui te fait marrer quand je dis ça ? Non, je dis c'est pas l'hégémonie, mais c'est vrai que sur le plan symbolique. Mélenchon, donc je fais mon épisode là-dessus, donc du coup j'ai plein de citations en tête. Je fais mon épisode là-dessus lundi, évidemment. Sur Mediapart. Et là, j'ai regardé en entier la convention d'Aubervilliers, presque en entier. J'ai coupé un peu au milieu, c'était chiant, mais j'ai fait ça en live. Les chefs de parti avaient le droit à 10 minutes chacun au début. Et puis après, ils étaient tous obligés dans la salle, ils étaient coincés à écouter Jean-Luc 1 heure leur parler de rupture. Et ils étaient obligés d'applaudir. Et t'as les gens du PS qui étaient ouais, la rupture, ouais. Et c'est symbolique, mais oui, symboliquement, il les met quand même à genoux. Oui. Et il doit vraiment kiffer. Je pense qu'il savoure ces moments-là. Il y a un côté un peu pervers de rester pendant 1 heure comme ça. Ouais. Quand tu vois l'échelle de l'histoire politique de Jean-Luc Mélenchon, en 2008, il s'est barré du PS, il était tout seul au milieu du désert. Je sais plus quel score il a fait. Non, c'est beau, il n'y a pas à chier, quoi. Il n'y a pas à chier. Je trouve que effectivement, sur l'évolution politique de monsieur Jean-Luc Mélenchon, il y a un truc assez intéressant qui s'est passé. Oui, NUPES, c'est mieux que la première populaire. Moi, j'avais vu une blague pareille sur Twitter avec quelqu'un qui disait finalement c'est Samuel Grybowski qui avait raison, mais il s'est juste trompé d'élection. C'était pas la présidentielle, il fallait rester. Mais bref. Donc, ouais, non, tu voulais ajouter. On voit quand même que ça frotte dans certaines circonscriptions. Il y a des profils qui provoquent des réactions. On voit à Paris, dans le 20e arrondissement, entre la tête de file de la France Insoumise, Daniel Simonet, et la députée sortante. Où il garde une candidature dissidente. Il y a à celle avec Taha Bouaf, lui a retiré sa candidature, mais le PCF continue à soutenir la maire, alors que la France Insoumise. Le PCF, je ne sais pas. Fabien Roussel, en tout cas. Oui, tu as raison, il faut être précis là-dedans. Fabien Roussel. Oui, c'est vrai, Fabien Roussel. Mais Emmanuel Bompard a rappelé que ce serait LFI qui investirait un candidat dans cette circo. De toute il faut savoir que c'est quand même une circo, il a fait 48% de voix. Donc, ou Mélenchon, pardon, a fait 48% de voix à la première. Et c'est d'ailleurs en ça que le retrait de la candidature de Taha Bouaf pose quand même aussi un problème, parce que ça a été, il s'est beaucoup reposé sur les votes populaires des quartiers, essentiellement. Lui qui incarnait quand même cet électorat, le fait que sa candidature soit, pour les bonnes raisons, par ailleurs, personne ne veut que quelqu'un qui accusait d'agression sexuelle reste dans cette course à la législative, la législative. Il n'en demeure pas moins que je trouve que le message envoyé, c'est quand même un peu chaud, quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de militants, notamment des quartiers populaires, qui ont bien le seum, là. Mais bien le seum. Tu penses que ça va les éloigner des urnes ? Je pense que ça risque de les éloigner des urnes, parce que aussi beaucoup d'entre eux qui voulaient, notamment qui émergeaient, tu vois, de mouvements citoyens. Oui, bien sûr, mais ceux qui émergeaient de mouvements citoyens qui ont été aussi écartés au profit de profils de LFI qui ont été parachutés, parce que c'était quand même un parachutage vénitieux, clairement. Je veux dire, Échirol et Vénissieux, c'est pas exactement la même chose, si ce n'est que c'est en Rhône-Alpes. C'est bien la seule chose. Et donc, il y en a plein qui avaient grave le seum, par exemple, des mouvements populaires politiques comme On s'en mêle, etc., qui sont vraiment supra-vénères en se disant, OK, donc la NUPES, c'est pas si populaire que ça non plus, quoi. Il a été remplacé par un acteur local. Par un adjoint local.
social. Ce qui est peut-être une bonne chose, mais c'est pas plus mal non plus. Je pense que dans l'imaginaire collectif aussi de la France insoumise, d'un certain nombre de personnes qui votent LFI, ça peut poser un peu de problème. Moi, avant même l'affaire autour de Tabouach, dans la confiance, tu vois, de la candidature. Il y avait déjà des acteurs des quartiers populaires qui disaient justement les parachutages, bof quoi. Il y a des gens qui se sont investis sur le terrain, qui sont allés taper aux portes, etc. Et on nous parachute quelqu'un. Et là, en plus, ils nous parachutent quelqu'un qui vraisemblablement a des casseroles. Ah oui, non mais de fait, ça c'est encore autre chose. Mais avant même ça, ça gueulait déjà un petit peu. Et c'est pour ça que je dis que le message pour moi est encore plus, comment dire, est presque encore plus grave dans le sens où il parachute quelqu'un et en plus c'est quelqu'un qui vraisemblablement avait peut-être, semble-t-il, quand même des casseroles et c'est sorti récemment, mais ça fait un petit moment a priori que que des gens en parlent au sein du cercle LFI. Bon, je pense que là, il y a un raté, clairement, et qu'ils auraient mérité de faire les choses peut-être un peu mieux. Bon. Alors, c'est pas le seul camp politique qui s'est uni. La gauche, il n'y a pas que la gauche, il y a aussi la majorité. Figurez-vous, la majorité présidentielle sortante. Emmanuel Macron a réussi à ressouder dans un accord de coalition sa propre majorité autour d'un archipel de partis. La République En Marche, le Modem, le Horizon d'Édouard Philippe. Ouais. Et le dernier, c'est... Je sais plus. Mais j'ai pas compris parce qu'en plus ils ont renommé ça. Modem, Horizon, Agir. Agir. Ah oui, le Agir, truc de Franck Riester. Excusez-nous, Excuse-nous, Franck. Excuse-nous, Francky. Excusez-moi. Agir, c'est vrai. Ils sont combien à Agir? Alors ils sont pas très nombreux. Ils ont quand même un groupe à l'Assemblée nationale. Non, ils ont un groupe à l'Assemblée nationale, donc ils sont une vingtaine, je crois, de mémoire. Et ils ont voulu fusionner avec Horizon, mais Macron s'est opposé à la fusion Horizon-Agir parce que ça aurait fait un trop gros groupe de centre droit. Il y en a un d'ailleurs, parce qu'on est en train d'en parler, il y en a un qui a raté son pari, je pense, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui avait promis qu'il ramènerait quand même des dizaines de députés, etc., qui feraient sécession, qui suivraient. Et en fait, pas il y en a 5-7, je crois, un truc comme ça, pas plus. Non, l'hémorragie n'a pas eu lieu. Nicolas Sarkozy, ça marche plus. Enfin, ça y est, pour moi, 2022, ce sera la fin de la parenthèse Sarkozy. Il était temps, quoi. Et c'est malheureusement pour elle, Valérie Pécresse, qu'on a fait les frais. Mais Sarkozy, ça marche pas, quoi. Voilà, il n'arrive plus à embarquer avec lui des députés pour créer qu'un nouvel effet blast à la droite. Ça marche plus, Sarkozy. Bref, pour revenir sur cette majorité En Marche, dernier conseil des ministres, donc c'était ce mercredi. La date butoir de la fin du quinquennat, c'est demain. La date butoir de la fin de... Ouais, c'est ça. Le 13, c'est demain. Voilà. On a vu la réunion, l'investiture du président de la République à l'Élysée, du coup la cérémonie d'investiture. C'était vraiment le vieux monde qui se réunissait. C'était vraiment intéressant. Non mais vraiment, les images étaient intéressantes. Mais comme quoi, c'est vraiment. T'avais toute ma jeunesse dans la salle. T'avais vraiment toute ma jeunesse. T'avais toute une génération d'hommes et de femmes politiques. Putain, ils sont tous là. Des gens que t'avais vus au PS. Des gens que j'avais vus au PS, bien sûr. Non, mais c'est ça. T'avais Valls, t'avais Hollande, t'avais Marisol Touraine, t'avais Le Foll était pas là, non. Etc. Et puis à droite, il y en avait aussi masse des gens qui ont tous fini par fusionner dans la République En Marche. Et c'est marrant de voir le non-renouvellement que représente Emmanuel Macron aujourd'hui. En 5 ans seulement, il a réussi à passer pour un vieux. C'était une promesse, quoi. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en parle avec Sylvain Maillard. Oui, ça c'est une question qu'on a prévu de lui poser à Sylvain Maillard. C'est quoi votre promesse cette année ? C'est pas forcément, ça peut pas être le renouvellement de la démocratie ou de la politique en France, là, c'est mort. Parce qu'en plus, vous nous avez montré que même dans l'exercice du pouvoir, c'était pas ça. Il y avait, en tout cas, à l'Assemblée nationale, il y a eu plein de nouveaux députés, de gens qui sont rentrés en politique via LREM, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il fallait envoyer un fax. Un CV. Il fallait envoyer un CV par Internet, ou je sais pas quoi, les candidatures. Il manquait de troupes à l'époque, donc ils ont fait un grand casting, donc avec pas mal d'erreurs de casting, on l'a vu aussi aujourd'hui, pour faire rentrer des gens dans la société civile, des gens dont maintenant on peut mesurer que, des gens de la société civile qui ont peut-être un peu confondu la manière dont ils géraient leur budget dans l'entreprise, dont ils servaient de la carte bleue de la boîte. Ils ont cru que c'était toujours un peu la carte bleue de la boîte, et puis on s'arrangera, et puis c'est pas grave. T'inquiète, ça passe en une note de frais. Donc on a vu en effet une nouvelle génération qui avait un autre rapport aux politiques arriver là-dedans. Vous vous souvenez, en début de mandat, ils disaient c'est pas si bien payé que ça, c'est beaucoup de boulot, c'est casse-couille, en fait, des cadres du privé, quoi. Et par contre, pour ce qui est de ceux qui dirigeaient vraiment les ministères, ceux qu'on a foutus à la tête de ministères, là, ça a été le grand recyclage de l'ancien monde. Clairement. Mais ils se présentaient comme le nouveau monde, donc moi, j'ai pas compris. Mais même à l'Assemblée nationale, pour les têtes de parti, tu vois, genre Richard Ferrand, Rugy, c'est que des personnes qui étaient en réalité déjà là avant, quoi. Commission des finances avec Eric Woerth, quand il s'agissait de mettre, quand ils avaient besoin de poids politique, ils allaient chercher les vieux d'anciens partis. En fait, j'ai vraiment l'impression que, mais on verra au cours de ce quinquennat, mais j'ai vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron aura marqué l'histoire en étant un président
président réélu qui aura fait 10 ans de quinquennat, etc., s'il va au bout de son quinquennat. Je pense qu'il serait très heureux de t'entendre mais il n'arrivera pas. Mais je suis pas sûr qu'il arrivera à laisser derrière lui une identité politique. Parce que c'est vraiment un archipel avec les 4 fantastiques. Parce qu'il n'y en a pas en fait, c'est la cour des miracles. Justement, c'est que derrière ça se positionne à mort. C'est lui qui est la clé de voûte d'un ensemble qui en fait n'a pas de cohérence politique. Ces gens-là se détestent, ils s'aiment pas. L'aile gauche de la Macronie est hyper vénère des investitures parce qu'ils s'y retrouvent pas du tout. Même Barbara Pompili, Dieu sait sa fidélité et sa fidélité à Macron, elle est mal récompensée parce qu'il y a certains de ses protégés qui sont humiliés dans des circonscriptions où ils parachutent d'autres gens, etc. Il y a des membres du cabinet du président de la République qui se retrouvent parachutés direct. Tu me diras, ça a toujours existé. Et la gauche a aucune leçon à donner à personne de ce point de vue-là sur les parachutages, etc. C'est toujours plus compliqué d'être une majorité que d'être une opposition. Ça, je l'ai toujours défendu. Donc voilà, il faut aussi reconnaître ça. Ceci étant, ça paraît évident qu'Édouard Philippe est en embuscade. Ça paraît évident qu'il y a des Manuel Valls qui essayent de jouer des partitions, qui du coup se retrouvent parachutés en Espagne face à un Stéphane Vogetta, dont j'avoue, j'ai pas vraiment remarqué non plus le quinquennat ces 5 dernières années. C'était pas le député. Figure-toi qu'il a fait quelque chose de remarquable. Il a fait quoi, Stéphane Vogetta? J'en sais rien. Peut-être qu'il a écrit un super rapport, j'en sais rien. Excuse-nous. Hein. Mais voilà. Excuse-nous. Voilà. Je sais pas. Je connais pas Stéphane Vogetta. Toujours est-il que voilà, il aura été fidèle du début à la fin. Il se bouffe une candidature de Manuel Valls face à lui. Et il a dit qu'il serait fidèle, même si Manuel Valls ne va pas lui passer devant, et qu'il se rangerait derrière lui. Oui, ce qui est normal. Il a dit dans un space débile en politique, en fait, il a rien compris. C'est dans un space de Nicky Shea qu'il a dit ça. Comment ? C'est dans un space de Nicky Shea qu'il a dit ça. C'est dans un space de Nicky Shea qu'il a dit ça. On cite les grandes références dans cette émission. C'est vrai. Les seuls désormais. Pendant que dans le chat, ils sont là, ça fait Gogeta, ça fait Vegeta, oui, la blague n'a jamais été faite. Moi aussi, j'entends Stéphane Gogeta depuis tout à l'heure et je suis là, attends, c'est Végétaux les potaras ou c'est Gogeta? Moi, j'ai lu qu'il y avait Bruno Le Maire qui était en embuscade et qui voulait se positionner en héritier il aurait peut-être pas tort de le faire. d'Emmanuel Macron. Ah oui. Ouais. Et à mon avis, c'est un des mieux positionnés. Le renouveau, c'est Bruno. Hein. Mais quelle base idéologique. Enfin, je veux dire, on se souviendra d'Emmanuel Macron et idéologiquement, qu'est-ce qu'on se souviendra de La République en marche, d'Avec vous, de Renaissance? Si, on se souviendra quand même d'un esprit européen extrêmement fort, d'un libéralisme, d'une adaptativité de la France face aux crises. Enfin, tu vois, on gardera quand même des structures comme ça, mais de la même manière que qu'est-ce qu'on a gardé du giscardisme, c'est au moment de son enterrement et dans les hommages qu'on s'est souvenu quand même qu'il avait marqué l'histoire du pays à un moment, qu'il avait donné naissance à une manière particulière d'envisager les choses. Je pense que c'est ça qu'on retiendra du macronisme. C'est que c'est un remake de Giscard, c'est ça qu'on va retenir du macronisme. Alors c'est aussi, je ne souhaite pas ça pour Emmanuel Macron. C'est ça que tu voulais dire au fond. C'est que ça va finir comme Giscard, tu penses? C'est que bon voilà, oui, en fait c'est les mêmes marqueurs que Giscard. Hein. Oui, libéralisme, Europe, jeunesse, machin, c'est pareil. Disruption, on n'utilisait pas ce mot-là à l'époque, mais c'était modernité qu'on disait à l'époque. Après moi, j'ose espérer que ce quinquennat, en tout cas, et j'espère que ce sera le cas vraiment, ne sera pas sur les mêmes tonalités de l'exercice du pouvoir dont Emmanuel Macron a fait preuve pendant ces 5 dernières années, qu'il y aura quand même une part plus importante des contre-pouvoirs, une part laissée un peu plus de place aussi aux corps intermédiaires. Enfin, je pense que c'est peut-être ça qu'on va retenir en fait de la présidence d'Emmanuel Macron s'il continue à faire ce qu'il a fait. On va pas commencer à faire le bilan, ça a à peine commencé son deuxième quinquennat. Non mais ça pourrait être surprenant son deuxième quinquennat, on sait qui c'est. Bien sûr, c'est pour ça que je dis j'ose espérer, j'espère, oui. puisque c'est ce qu'il a promis aussi. Là on pourrait parler aussi de, mine de rien c'est rigolo, parce qu'il nous avait dit fin du clivage gauche-droite. Maintenant, c'est le progressiste contre les mondialistes, contre les patriotes, je sais plus. Les progressistes contre les populistes. Oui, mais ça, c'est d'accord avec les 5 ans qui dit ça. Les pro-européens contre les non-pro-européens. C'était il y a 5 ans, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, par contre, il y a un truc, c'est pas la gauche et la droite qui sont mortes, c'est le parti de la gauche centrale, le PS, et le parti de la droite centrale, les Républicains. Par contre, la gauche se recrée, et finalement, la cohérence du camp d'Emmanuel Macron, c'est que c'est la droite. Donc, on a toujours la gauche, on a toujours la droite, et on a l'extrême droite en embuscade, et ça, peut-être que c'est à mettre à son crédit et que ce sera ça aussi son héritage, c'est une extrême droite plus forte que jamais. Voilà. Il y a un autre truc quand même qui s'est passé dans tout ce marasme, on pensait à autre chose, c'est au niveau européen quand même, le 9 mai, la journée de l'Europe, totalement passé à la trappe. Emmanuel Macron qui à Strasbourg fait un discours de clôture de la Convention pour l'avenir de l'Europe, dont j'avais eu l'occasion de parler à plein de reprises sur ce stream, sur cette chaîne en partenariat notamment avec le Parlement européen. J'ai l'impression que c'est complètement passé à la trappe parce que... On a dit qu'on en parlait, fallait bosser la journée de l'Europe là? Non, il y a écrit je donne la parole à Léa, je l'ai écrit là, tu vois, c'est Léa, parce qu'il y a des discussions. Léa, n'y a-t-il pas des discussions importantes sur les traités? Tout à fait. Il y a des discussions fort importantes, Jean. Tout à fait, tout à fait. Je ne vous entends plus. Jean,
Jean, je crois que... Les traités. Elle dit les traités. Ah oui, les traités, naturellement, Jean. Oui, bien sûr, en direct de Strasbourg. Donc, Alors, je vous reçois. Je vous reçois. Aujourd'hui, nous avons donc reparlé de la cérémonie de la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui, figurez-vous, avait commencé il y a un an tout juste. Des citoyens tirés au sort pour parler de l'avenir de l'Europe ont décidé que peut-être il était temps, effectivement, de réviser les traités pour aller vers un vote à la majorité qualifiée et non plus une unanimité, ce qui est quand même... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu ferais une excellente Nelson Montfort, hein. Je tiens à te dire, franchement, c'est... Finalement, j'ai peut-être raté ma vocation, merde. C'est là-dedans aussi qu'ils ont parlé... Il est jamais trop tard. C'est là-dedans qu'ils ont parlé aussi de faire des listes communes européennes au lieu de faire des listes des scrutins nationaux. En fait, globalement, si tu veux, ce qu'a dit Emmanuel Macron dans une interview au moment de sa fausse campagne présidentielle, c'était que suite au Covid et à la guerre en Ukraine, l'Europe devra changer. C'est que le traité de Lisbonne, c'est plus l'actualité. Qu'on le veuille ou non, l'Europe a en fait déjà changé. Et il va falloir adapter les traités pour que ça aille dans un sens différent. Et il a effectivement remis sur la table des vieux serpents de mer très importants d'un point de vue institutionnel, notamment la question du droit de vote au Conseil. Ce qui peut paraître technique, mais c'est un peu comme du droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'en fait c'est méga important. C'est de quoi on parle, c'est qui a le pouvoir, qui peut imposer quoi, des majorités qualifiées, des minorités de blocage, etc. au niveau du Conseil européen. Et l'autre truc, c'est effectivement la structuration des élections européennes, est-ce qu'on dira vers des listes transnationales et tout. Le droit d'initiative du Parlement européen. Et le droit d'initiative du Parlement européen. Donc ces trois trucs, c'est que des gros mots là qu'on vient de prononcer. C'est dur, c'est complexe. Et en réalité, il y a de la part d'Emmanuel Macron, maintenant qu'il a été réélu président de la République française, une volonté de marquer un immense bond en avant, de parachever son rêve qui avait été celui du discours de la Sorbonne de 2017, d'être un grand constructeur européen, ce que n'avait pas réussi à être Nicolas Sarkozy, même s'il avait réussi à être la cheville ouvrière du traité de Lisbonne. Emmanuel Macron a l'intention que ces 5 prochaines années soient aussi un moment où il marque l'histoire de l'Europe par une nouvelle génération de traités. Il se trouve que c'est pas le seul à le vouloir. La coalition allemande aussi, entre les sociodémocrates et les écolos, a prévu de nouveaux traités. En France, à gauche aussi, il y en a quand même pas mal qui en parlent dans les groupes au Parlement européen, qui reconnaissent qu'il va falloir faire évoluer les choses et qu'on ne peut pas rester sur des vieux compromis de Lisbonne du début de la fin des années 2000. La présidente de la Commission elle-même. Ursula von der Leyen, ça fait partie aussi de sa feuille de route, elle l'avait dit au Parlement européen. Bref, ça va bouger dans les années qui viennent. Il y avait un autre élément qui était assez intéressant aussi, c'est la création d'une communauté politique européenne qui permettrait à d'autres États qui ne sont pas dans l'Union européenne de faire partie de cette union, en fait. Genre l'Ukraine. Enfin, de cette nouvelle organisation internationale, parce que ce sera ni plus ni moins que ça. Et notamment, effectivement, l'Ukraine en l'occurrence. Donc c'est une façon, en fait, de dire à l'Ukraine, bon, ok, on vous intègre un peu, mais quand même pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans l'Union européenne. Donc voilà, je trouve pas ça inintéressant non plus. Mais oui, effectivement, c'est quand même assez hallucinant que ce soit totalement passé à la trappe. Et il faut quand même que vous intéressiez aux questions européennes, parce que c'est 80% de notre droit national, notamment en matière économique. Il ne faut pas l'oublier, donc je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Non, on va désobéir, on a dit. Non, ah oui. Avec Jean-Luc, il a dit. Hein. On a dit oui. Je pense que ça peut être commode. D'ailleurs, j'ai fait une chronique ce midi dans l'émission Le Récap sur la chaîne Le Stream sur les 2 paquets législatifs sur le numérique, DMA, DSA, sur les services numériques et les marchés numériques. Assez intéressant ce qui est en train de se passer, parce que là on arrive au bout des 2 ans de marathon législatif. Et du coup, moi j'étais trop vénère. Non, c'était pas le Récap, c'est le Lunch Play, pardon. J'étais trop vénère parce que j'ai vu que tu avais fait le truc pour la série Parlement, pour la 2e saison. Du coup, je me suis dit, banco, la 2e saison est sortie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé. Elle n'est pas encore sortie. Mais si, elle est sortie lundi, le 9 mai, journée de l'Europe. Non, le 9 mai. Le 30 mai à la télévision. La télévision, c'est le grand écran dans le salon, là, devant le canapé, avec la télécommande, avec les touches en caoutchouc. Ça, faut pas. Regardez, c'est de la merde. Tu vas sur Internet, tu vas sur France.tv. Ça commence par www. Ah oui, la daronne, quoi. T'as regardé dans Télé 7 jours, t'as vu le 30 mai comme ça. Sur et le truc des notaires, là, j'ai rien compris. Ça commence quand, ça, les notaires? C'est le before, c'était le before. C'était ça commence à 19h. C'est les gens qui ont... C'était à 19h. C'était à 19h, c'est le Conseil national supérieur des... Pourquoi on parle de ça? Le Conseil supérieur du notariat qui est venu faire un before de backseat parce qu'il voulait parler. Et le quiz à la con, c'est quand? Et le quiz à la con, et putain, vous êtes chiant là, voilà, on a vraiment rien à dire sur la majorité en marche là. Bien sûr que si, on a plein de trucs à dire, t'es ouf ou quoi? On va en parler avec Sylvain Maillard, qui est notre invité tout à l'heure. Il y a un sondage dans le chat, est-ce que vous croyez en un changement de cap? La réponse est non à 84%, je sais pas. Pour Macron? Pour l'Europe? On sait pas, c'est pas formulé, c'est pas écrit. Non, alors d'abord on dit merci aux modérateurs qui font des sondages, vous avez bien raison. C'est presque ésotérique comme question. Il y a des gens qui trouvent qu'on ne lit pas assez le chat. Oui, non. Tout le monde n'a pas répondu à la même question, du coup. Il y en a qui se sont dit changement de cap de l'Europe, d'autres changement de cap de Macron, d'autres changement de cap des notaires. Peut-être on ne sait pas. Des notaires. Voilà. Peut-être de backseat.
Vous êtes chiant. Oh là là, elle est dure la rentrée là. C'est dur pour moi, non, parce qu'en plus là cette semaine je suis à la rage, donc bref. Encore une fois, sur cette majorité En Marche, ils présentent des candidats dans toutes les circonscriptions, beaucoup de reconductions. Une nouvelle génération de députés va arriver. Tu l'as dit tout à l'heure et c'était assez intéressant. Enfin, nouvelle génération, non justement. Ouais, c'est drôle parce que c'était la nouvelle génération de 2017 qui revient et j'ai entendu, je crois que c'était. T'as moins d'un dixième d'entrants issus de la société civile. Je connais pas le chiffre de 2017, mais c'était beaucoup plus. Hein. Changement de cap lock. Putain, ils font des blagues en plus dans le chat. Vous me grillez le cerveau avec vos blagues, putain. Non, j'étais en train de dire que j'avais entendu. En gros, ça va moins renouveler là. En Marche, ça va moins renouveler et que justement, ils assument de dire on était fiers d'être des amateurs en 2017 parce que c'était ce moment de la fraîcheur. Et maintenant, on a 50 bouteilles, vous inquiétez pas, on va tout péter, on va tout déchirer, etc. Ça va aussi être intéressant parce que je pense que le deuxième quinquennat va être autrement plus compliqué que le premier. Non pas que je le souhaite particulièrement pour la majorité ou pour qui que ce soit, mais c'est que je pense qu'il y a un niveau de tension dans la société qui est encore plus important que ce qu'il a été par le passé, qu'on sort quand même un peu exsangue de cette crise du Covid, et que je pense que c'est le moment où justement le Parlement et la majorité En Marche va avoir besoin d'apprendre à mettre de l'eau dans le vin du gouvernement, à tempérer certaines de ses ardeurs, et on verra s'ils réussiront à le faire. On demandera à Sylvain Maillard. Je sais pas. Ne pas être qu'une chambre d'enregistrement de ce que veut Emmanuel Macron ou pas, quoi. En même temps, Emmanuel Macron, il s'en tape, il a rien à perdre là. Il se représente pas, a priori. Son mouvement, il s'en tape, étant donné qu'il y a personne qui va le reprendre. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Tu penses ? Oh oui. Je sais pas. Jules, t'en penses quoi ? Est-ce que tu penses qu'il a les mains si libres que ça, Emmanuel Macron ? Moi, je suis pas persuadé. Je pense que ça va être plus compliqué à l'Assemblée. On verra avec l'Assemblée qui sortira des urnes. Je sais pas. Moi, je peux pas estimer ce qu'il y a dans la tête de ce mec. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Je peux pas savoir. Je peux pas connaître ses plans. C'est quand même bizarre là. De ce qu'il a dit, il a quand même promis un changement de cap, changement de style. Il a dit que ce n'était pas une continuité du précédent quinquennat, c'était un nouveau départ. Il n'en a pas beaucoup précisé les contours, je suis d'accord avec toi, même s'il a promis plus de participation. Mais voilà, est-ce qu'il va bourriner les réformes parce qu'il en a plus rien à foutre, il veut pas être réélu. Mais il a pas l'air de vouloir faire une campagne des 100 jours. Ce qu'on appelle une campagne des 100 jours, c'est traditionnellement l'état de grâce post-élection où les 100 premiers jours, tu as un bon code de popularité et c'est le moment où tu fais les réformes un peu vénères les plus importantes. Il avait commencé en 2017 direct avec le code du travail par ordonnance. Là, visiblement, il met du temps à remanier son gouvernement. Il garde Jean Castex encore un peu. J'ai l'impression qu'il cherche à prendre son temps. Je crois qu'il y en a plein qui lui ont dit non, c'est super gênant. Tu veux pas être Premier ministre, non ? Je rappelle qu'il y a un mois et demi, on se posait la question de savoir s'il n'allait pas dissoudre après la présidentielle pour éventuellement avancer le calendrier pour accélérer. En fait, non. Dans ces situations-là, c'est un tel qui a dit ouais, je crois que Macron a pensé à toi, du coup la personne se dit tiens, on m'a interrogé, et quand la presse l'interroge, j'ai dit non parce que j'avais pas envie. Mais on sait pas forcément, je suis pas sûre que Macron ait appelé autant de temps que Jean. Tu penses que Jean-Valérie Rabault alors j'ai des sources qui m'ont dit que Macron ne l'avait jamais appelé. D'où ça sort alors cette info comme quoi Rabault a refusé. C'est les chuchotements. J'ai un chuchotement qui m'a exactement. Moi, j'ai un chuchotement personne lui a jamais proposé. Qui m'a dit qu'on lui avait pas proposé de prendre Matignon. Et Niki ? En même temps, c'est Niki ta source, tu peux le dire. Alors non, c'est pas Niki. Niki, arrête de chuchoter. Elle a vraiment été. Alors Niki, on lui a proposé, ouais. Évidemment. En même temps, Valérie Rabault et Emmanuel Macron, je les imagine pas un quart de seconde travailler l'un avec l'autre. Ils ont un peu travaillé ensemble dans les petits déj de la majorité et des têtes de. Elle a quand même été présidente de groupe pendant 5 ans. Et il a dû composer un peu avec elle. De quoi ? À l'Assemblée nationale ? Tout à fait. Oh non, ils s'en battaient les couilles. Il l'a rencontrée à quelques reprises. Elle était là au déj, machin, c'était la seule meuf. Je parle de travail, je parle de travail gouvernemental. Ah non, pas de travail. Il se voit, il se parle. D'accord. C'est ça que je veux dire. Ok. Plus, enfin, moi, en tout cas, il a son 06, ça c'est sûr. Oui, non, mais évidemment, elle a été présidente de groupe, etc. Elle a été présidente de groupe, ça c'est certain. Bon, les amis, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante de l'émission. Attends, juste, on peut parler vite fait d'un truc. Le RN. On n'a pas parlé du RN. On n'a pas parlé du RN. On n'a pas dit en réunion de préparation éditoriale de l'émission. Donc voilà, je suis à poil. Alors attends, on va le faire très spontanément. Ah non, mais sinon, il y a le RN aussi, on n'en a pas parlé. Les législatives. Alors non, fais pas ça, c'est bon. Je déconne. Non, mais on la voit pas trop, Marine Le Pen. Je sais pas si vous avez remarqué. Elle a disparu, ouais. Elle a complètement disparu. Elle a disparu, ouais. C'était pour dire ça. Il voulait que ce soit court. Ouais. D'accord, c'est court. Pas que ce soit court, mais qu'est-ce que tu avais à nous dire d'autre que le fait qu'elle a pas vu Marine Le Pen. Ils font quoi pour les législatives là ? Ils présentent des candidats, certes, mais on les entend peu, très peu, quasiment pas. Ils ont perdu la main.
Ils ont perdu la main. Ils avaient la main entre les deux tours de la présidentielle. Mais quand même, je trouve ça pas inintéressant. Enfin, ça reste la deuxième force politique du pays, a priori, si on s'en tient aux 2 dernières présidentielles. Et là, pour le coup, il n'y a pas grand monde, quoi. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec Reconquête. Ah c'est sûr qu'ils essayent, mais qu'ils n'y arrivent pas. Il y avait de la bonne volonté exprimée, mais finalement non. On a appris aujourd'hui que Éric Zemmour allait se présenter à Saint-Tropez. Ouais, c'est ça. Ouais, grâce à Brigitte Bardot. J'avais pas la ref, mais ouais. Donc voilà, non. Est-ce que le Rassemblement national va réussir à avoir un groupe à l'Assemblée nationale? Ça, c'est la vraie question, parce qu'aujourd'hui ils sont 7. Aujourd'hui ils sont 7, 8 à tout péter. Puis ils sont pas là, quoi. Oui, ils ont besoin d'en avoir 15, je le rappelle, pour former un groupe. Est-ce que Marine Le Pen va y arriver? Est-ce qu'elle a vocation à devenir présidente d'un groupe parlementaire? Je suis pas sûr non plus. Là, il y a un enjeu pour Reconquête, c'est est-ce qu'ils vont arriver à... Parce que manifestement, en effet, le RN ne veut pas d'eux. Mais est-ce qu'ils vont arriver à montrer qu'ils ont un pouvoir de nuisance? Ils pourraient être capables de... Parce que c'est ça, en fait, on va mesurer ça chez Reconquête. On va pas mesurer s'ils arrivent à rentrer des sièges ou des gens à l'Assemblée. Par contre, dans quelle mesure ils arrivent à être... Ça va être ça le test pour l'extrême droite. Dans quelle mesure il reste un pouvoir de nuisance pour le RN suffisant pour les empêcher de gratter des sièges et donc des financements. Et donc voilà. Donc c'est ça qui va se rejouer maintenant. Est-ce que son poids réel, c'est juste les 7% de Zemmour? Ou est-ce que c'est plus que ça? Parce qu'ils ont cru que ça pouvait être plus à un moment. Je pense qu'ils se sont chiés dessus aussi au RN. Il y a eu plein de défections. Donc voilà, ça va être le deuxième test, le deuxième scrutin Reconquête qui va faire que... Mais a priori, en plus, Reconquête a quand même prévu d'investir 577 candidats et candidates. Donc, Qui ça, Reconquête? Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a forcément... Mais ils vont les trouver où? Est-ce qu'ils vont faire la même connerie que le RN dans les années 2010, là où ils présentaient n'importe qui? Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être comme ça, Déjà, quand tu vois... On va en avoir des gratinés. Éric Zemmour, c'est pas non plus une flèche, quoi. Non, mais il est chef de parti, tu vois, il a des cadres autour de lui, etc. Enfin, pour le coup, le RN, ça fait des années qu'il travaille à former une génération de cadres. Oui, mais il a récupéré Nicolas Bay, qui justement est en train de gérer toute la carte électorale, qui est très fort là-dessus, ça faut bien leur dire. On peut en nommer une quinzaine comme ça, mais il en faut 577. Ah bah ouais, mais ils en ont a priori 577, c'est hallucinant. Et du coup, la question va être aussi de savoir, est-ce que du coup, ils vont forcément les présenter face à des candidats RN dans les circos? On va passer aux cartes blanches de l'émission Backseat. C'est parti pour les cartes blanches, let's go. Alors, les cartes blanches de l'émission, comme chaque semaine, mes chroniqueurs et chroniqueuses ont la possibilité de venir vous partager des choses qu'ils ont envie de dire, des recommandations, des trucs à lire, à écouter, à regarder, etc. Whatever. Qui veut commencer? Usul, ça te va de commencer? Oui, tout à fait. Vas-y, Usul, ta carte blanche. Petite comme d'hab, petite reco documentaire. C'est une série de documentaires sur Arte. Alors, je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Ils ont appelé ça Les Lumières au XXIe siècle, un truc comme ça. C'est une série donc de Emilia Roig, qui est une docteure en sciences politiques, qui fait pas mal de conférences. Alors, elle est consultée, vous pouvez lancer les images, elle est consultée par des entreprises, par des gouvernements, par des machins, et elle milite plutôt pour l'égalité sociale, contre les injustices, etc., l'intersectionnalité aussi, comme on dit, l'inclusivité, y compris dans les entreprises. Bon, voilà, c'est un peu sa ligne. Elle est française d'origine, et elle travaille en Allemagne, et là, elle se lance dans un documentaire en 4 parties sur la question des Lumières, où dans ce premier épisode, elle va suivre les Lumières, tu sais, du XVIIIe siècle. Les Lumières, la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières. Pas les ampoules. C'est pas la fête des Lumières de Lyon, quoi. C'est voilà. Bon. Et donc, elle interroge aussi les contradictions des Lumières. Qu'est-ce que c'est? Dans le premier épisode, elle prend Thomas Jefferson. Qu'est-ce que c'est qu'un mec qui proclame l'égalité comme inaliénable, etc., et puis qui a des esclaves? Est-ce qu'il n'y a pas des paradoxes aussi dans les Lumières? Qu'est-ce qu'on en retient? Dans le premier épisode, elle va rencontrer Pinker. Steven Pinker, le psychologue là qu'on entend des fois sur France Q, qui lui se vante d'être un héritier des Lumières et qui dit les Lumières c'est formidable parce que notamment c'est la raison, c'est le progrès. Regardez, on a progressé grâce aux Lumières. Et elle va essayer aussi de voir pourquoi lui dit ça. Est-ce qu'on a progressé partout? C'est quoi les limites de ce truc-là? C'est quoi les progrès après? Est-ce qu'on peut critiquer les Lumières? Est-ce qu'il faut les dépasser? Est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on en garde? Qu'est-ce qu'on en comprend? Et pour ça, elle va évidemment, elle va voyager un petit peu dans le monde parce qu'elle a des origines du côté, il me semble, de la Martinique. Et aussi, elle va aller rencontrer son grand-père, qui lui est un vieux blanc qui habite près de Lille et qui lui a été un cadre du Front National local. Et elle va interroger, voilà, c'est quoi la frontière, c'est quoi la raison, c'est quoi la justice, c'est quoi le capitalisme, c'est quoi. Donc c'est très généraliste. Et en fait, c'est lui Pinker. Et c'est très généraliste. Et Steven Pinker. Et ça permet, mine de rien, de balayer un petit peu des grandes questions comme ça sous le regard de cette femme qui pose très bien
les questions et je trouve le documentaire est très bien réalisé. Donc c'est le nom, c'est Les Lumières au XXIe siècle. Comment faire advenir un monde juste, ça c'est la partie 1. Sinon le nom de la série c'est Les Lumières au XXIe siècle et je vous le conseille parce que ça fait réfléchir tout en évoquant plein de trucs. C'est-à-dire voilà, et vous entendrez des gens qui pensent très différemment les uns des autres hein, dans le docu. À vous de vous faire une idée. Mais en tout cas, les questions sont posées, même si elles ne sont pas répondues vite. Voilà. Vu qu'il faut quand même 4 fois 1 heure. La question est vite répondue. Justement du coup, non. Non. Voilà, donc sur le CD, il y a les 2 premiers sur le compte YouTube d'Arte. Je ne sais pas s'il y a les 4 sur le site, je n'ai pas allé vérifier. Hein, ça porte à réflexion. Hein. Ah ouais, non, ça fait réfléchir. C'est sûr. Merci pour cette carte blanche, en tout cas, pour cette recommandation du coup de documentaire à regarder sur le site de France 5. Ou alors à la télévision, Léa, si tu veux. YouTube. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube d'Arte. Voilà, c'est pas grave. Qui veut continuer? Sacha, ta carte blanche, c'est à toi, vas-y. Avec plaisir, je vais essayer de faire court. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire PPDA, mais en gros... La justice a classé la plupart des plaintes contre lui sans suite. Il y a eu plus d'une dizaine de femmes qui l'ont accusé de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Et PPDA, dans la foulée, a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 d'entre elles. Et dans la foulée de ça, Complément d'enquête a sorti un documentaire assez incroyable qui s'appelle « La chute d'un intouchable ». Et dans la foulée de ça, cette semaine, Mediapart a sorti une émission où 20 des accusatrices de PPDA témoignent à visage découvert ou pas d'ailleurs. Et elles sont journalistes, professeurs, bibliothécaires, tout ça. Donc en fait, moi, ma recommandation, c'est de regarder ce documentaire et cette émission qui sont extrêmement importantes. Et le complément d'enquête, en plus de nous apprendre que PPDA était un harceleur et un violeur, on revient sur certains moments de sa carrière et on apprend que c'était un mauvais journaliste, qu'il était falsificateur, qu'il a bidonné une interview de Castro. Ça, on le savait, ça. Ouais, on se le rappelle, tu vois, que c'était un plagieur sur ses bouquins et tout. Et dans l'émission de Mediapart, on se rend compte aussi à quel point c'est un homme qui a encore énormément d'emprise sur le milieu du journalisme. T'en as une qui dit qu'elle ne veut pas... Encore aujourd'hui, t'en as une qui explique, une des femmes qui est retournée, qu'elle ne peut pas témoigner à visage découvert parce que sinon... il va y avoir des pressions pour qu'elle soit persona non grata dans toutes les rédactions de Paris, ce qui est un problème. Et ce qui aussi nous interroge sur comment il a fait pour rester aussi longtemps au firmament de TF1, au prime de TF1. C'est la superstar de TF1, alors que c'était des secrets de polichinelle finalement. Et aussi tout ça pour vous dire de soutenir les rédactions comme Mediapart, que la redevance TV finalement c'est utile pour faire des documentaires comme ça. Donc voilà, abonnez-vous. Enfin, la redevance finance pas Mediapart. Non mais complément d'enquête. Ah oui, complément d'enquête, pardon. Ouais. Et puis regardez-les, c'est vraiment très intéressant et assez effrayant. Et voilà, les témoignages sont édifiants. Merci Sacha pour cette carte blanche et cette recommandation, donc à retrouver sur le site de Mediapart, l'émission À l'air libre et complément d'enquête à la télé, à la télévision ou sur le site de France 2, bien sûr. Sur le site internet www.france. Non, bref. Plus. C'est quoi Plus? Plus, c'est la plateforme où il y a les contenus de France Télé. Je crois que c'était Salto. France Info. Non, mais sur internet. Non, Salto, c'est l'offre payante de programmes. Plus, c'est les replays des trucs diffusés. Plus, Salto, c'est le Netflix de. C'est pas moi qui vais t'aider. De France Télé, TF1 et M6. Plus, ça n'existe plus. Ah bon? Bah moi je tape Plus, j'ai Plus. Hein. Bah maintenant tu vas sur France TV. Discussion lunaire avec le chat. Ça n'existe plus. Comment ça n'existe plus? Non mais moi c'est pas moi qui vais vous aider. Hein. Ouais, tu vas sur France.tv, ça marche aussi. Et tu sais qu'ils ont gardé les numéros des chaînes comme à l'époque de la télévision. 2, 3, 5, etc. Oui, c'était à l'époque où c'était les canaux de diffusion. On fallait appuyer sur la touche idoine sur la télécommande. Et du coup, ils ont gardé les chiffres comme un hommage à l'époque de la télévision. Bref. Merci pour cette carte blanche, du coup, Sacha. Léa, c'est à ton tour. Allez, c'est parti. Moi, je voulais vous faire une recommandation littéraire, n'est-ce pas? Et je voulais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle Être fille et qui a été écrit par l'autrice Melissa Febos. Melissa Febos est une autrice américaine qui a écrit ce livre et qui parle du rapport des femmes à leur corps et qui vraiment explore tous les éléments du rapport des femmes à leur corps, c'est-à-dire comment on contraint les femmes socialement à avoir honte de leur corps, comment on contraint aussi les femmes à avoir honte de leur plaisir, à l'exprimer.
Et en fait, elle part de sa propre expérience et elle va aussi interviewer d'autres femmes pour parler de leur rapport à leur corps et de comment elles arrivent ou non à déconstruire en fait toute cette construction sociale autour de qu'est-ce que doit être le corps d'une femme. Est-ce qu'une femme doit jouer comme ci ou comme ça? Est-ce qu'une femme a le droit d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes? Est-ce qu'une femme a le droit de se masturber? Enfin bon, bref, un tas de questions qui sont abordées dans ce livre d'une manière intime aussi. Et c'est très bien incarné, c'est très bien écrit. Et voilà, je vous le recommande parce que moi, ça a été... je l'ai commencé là récemment et c'était vraiment un très bon livre. C'est écrit par qui? Mélissa Febos. Mélissa Febos, ça s'appelle Être fille, à retrouver chez tous vos meilleurs libraires. Merci beaucoup Léa pour cette recommandation. Moi, j'ai pas de carte blanche particulière, mais j'y ai repensé. J'ai fait un partenariat cette semaine avec France Télévisions pour la sortie de la saison 2 de la série Parlement. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Une série très cool qui raconte l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui est embauché au Parlement européen, qui débarque et qui, comme vous, il comprend pas grand-chose. Et c'est très drôle, c'est très bien écrit, c'est très bien joué. Ça a été écrit par Noé Debré. Il y a Xavier Lacaille qui joue le premier rôle. C'est très marrant. C'est assez respectueux de la réalité de ce que c'est que le travail politique, y compris dans son absurdité. Et donc ça donne des scènes très drôles. Et donc voilà, regardez si vous n'avez pas de série en ce moment, que vous voulez vous mettre bien le soir, regardez Parlement, c'est très rigolo. Vous le trouvez sur Pleuse? Non, ferme-la avec Pleuse, c'était chiant. Et du coup, je le trouve où? France.tv ou sur France TV /, mais c'est le truc des jeunes de France. Regarde, il y a le lien dans Voilà, il y a le lien. Bah clique sur le lien, Léa. Là, je peux pas. Là, présentement, je...